Bon, mais bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans la vidéo, je vais vous faire la théorie de la section 1.14 du tome B de physique XXI. La section 1.14, ça s'appelle le mouvement d'une particule dans un champ électrique uniforme. Donc, on va commencer ça. Voilà. Donc, fait qu'on s'intéresse au mouvement des particules. Évidemment, on parle des particules chargées. Okay, ça peut être des protons, ça peut être des électrons, ça peut être d'autres formes de particules aussi là, qui ont une certaine charge électrique. Et quand ces particules-là vont se retrouver dans un champ électrique uniforme, ben elles vont sentir une certaine force, donc une certaine accélération. Ça va les faire dévier de leur trajectoire. Okay. Dans la section 1.14, on va seulement s'intéresser à des champs électriques qui sont uniformes. Okay. C'est sûr que dans la vraie vie, ça pourrait être un petit peu plus compliqué que ça. On pourrait avoir des champs électriques qui ne sont pas nécessairement uniformes. Champ électrique uniforme, ça veut dire un champ électrique qui est constant. C'est un champ électrique qui pointe dans une direction et dont la valeur ne change pas. Donc, c'est un champ électrique qui a toujours une certaine valeur qui est constante. Ça fait que dans la vraie vie, ça pourrait être plus compliqué que ça. Mais à la section 1.14, on se concentre vraiment sur des situations relativement simples où le champ électrique va être uniforme. Donc, quel objet qu'on connaît, qu'on a vu jusqu'à présent, qui produit un champ électrique uniforme? Bon, on en connaît juste un, hein, c'est les plaques qu'on appelle les pépieux. Okay? Donc, les pépieux, ce sont des objets qui produisent des champs électriques uniformes. Si je rappelle l'équation vite vite qu'on a vu, le champ électrique produit par une plaque, c'est la valeur absolue de sa densité surfacique de charge, qu'on appelle sigma, divisé par 2 epsilon 0. Okay, donc, c'est un champ électrique qui est constant. Une particule, par exemple, ça fait pas un champ qui est constant. Ça fait un champ qui est proportionnel à 1 sur r carré. Une triucle, une tige rectiligne infinie uniformément chargée, ça fait un champ électrique qui est pas constant non plus. Donc, le seul objet qu'on connaît qui produit un champ constant, c'est une pépieux. Okay, donc, c'est pour ça que dans les schémas que je vais vous montrer aujourd'hui, je vais supposer qu'on a des pépieux. Hein, l'exemple classique, c'est de mettre deux pépieux, une plaque qui est positive, une plaque qui est négative. La plaque positive, là, que j'ai dessinée en rouge ici, elle va émettre des lignes de champ. Et la plaque qui est chargée négativement, que j'ai mis en vert, là, elle va absorber les lignes de champ. Donc, on aura un champ électrique qui pointe de la plaque positive vers la plaque négative. Okay. Donc, ce qui va arriver, c'est que si on prend une particule qui est positive, quand je les mets en rouge, ils sont positives, quand je les mets en vert, ils sont négatives. Là. Donc, imaginez que c'est un proton, par exemple. Si vous l'envoyez là, vers la droite avec une certaine vitesse initiale, qu'on peut appeler V0, ben, quand il va arriver dans la région ici entre les deux plaques, il va avoir un certain champ électrique. C'est un champ électrique qui est uniforme, c'est un champ électrique qui est constant tout le temps, parce que c'est un champ électrique qui a été produit là, par des pépieux. Et cette charge électrique-là va ressentir une force électrique vers le haut, donc va avoir aussi une certaine accélération vers le haut, qui va être constante également, parce que si la force est constante, l'accélération va être constante. Et qu'est-ce que ça fait qu'on a une accélération qui est constante, qui agit sur une particule, là, quand on a une certaine vitesse? Ça fait des trajectoires paraboliques, comme vous avez vu en physique en YA. Okay. Évidemment, le sens de la trajectoire parabolique va dépendre de la nature de la particule et de la direction du champ électrique aussi. C'est sûr que si on a une particule chargée positivement, qu'on lance là, vers la droite comme ça, quand elle va arriver dans un champ électrique qui pointe vers le haut, la particule va sentir une accélération vers le haut, donc elle va se mettre à dévier vers le haut. Ça va faire une portion de parabole ouverte vers le haut, comme vous voyez ici. Si c'était plutôt une particule négative, comme un électron par exemple qu'on lançait, ben là c'est sûr qu'en passant entre les deux plaques ici, si un champ électrique vers le haut, lui ressentirait une force électrique vers le bas, donc une accélération vers le bas, puis ça le ferait dévier vers le bas. Okay. Est-ce que je suis en train de dire que les protons sont toujours déviés vers le haut, les électrons déviés toujours vers le bas? Ben pas nécessairement. Ça dépend vraiment du sens, comment vos plaques sont placées, puis du champ électrique. On pourrait par exemple imaginer une situation où on a là cette fois-ci la plaque positive qui est située en haut, puis la plaque négative qui est située en bas. Puis à ce moment-là, ben là, le champ électrique va pointer vers le bas. Et si on prend un électron, puis qu'on le lance vers la droite, dans une situation où notre champ électrique pointe vers le bas, ben là, l'électron va sentir une force vers le haut, accélération vers le haut, donc il va être dévié vers le haut. Okay. Donc, une particule chargée peut être déviée dans n'importe quelle direction. Ça dépend vraiment de quel champ électrique elle va rencontrer. Okay. Mais comme je disais tout à l'heure, dans notre section 1.14, tous les champs électriques, on suppose qu'ils vont être des champs électriques uniformes, donc des champs électriques qui sont constants. Donc le module du champ électrique là, que la particule va rencontrer, ce champ électrique-là va avoir un certain nombre de newtons par coulomb, et ça va pas changer. Ça va être quelque chose qui est constant. C'est pour ça que c'est nécessairement des champs électriques qui vont être créés par des plaques, puisque des plaques, ça crée des champs qui sont constants. Okay. J'ai fait une vidéo sur YouTube que j'ai mis là, sur
dans ma playlist YouTube. Je vous conseille quasiment d'aller la voir maintenant. Vous pouvez presque arrêter la vidéo en ce moment. Allez voir la vidéo sur qui s'appelle le tube à rayon cathodique. C'est une petite vidéo qui dure une dizaine de minutes que j'ai tournée à mon bureau avec du matériel. Puis ça peut juste vous mettre un petit peu en contexte, ça vous aide à comprendre un petit peu là, comment les particules peuvent être déviées. C'est un exemple en fait d'application. Dans la vidéo, là, je vais vous expliquer que il y a des électrons là, qui sont arrachés à une des plaques, qui vont se faire accélérer justement en passant entre deux plaques. Puis quand ils vont arriver entre deux plaques horizontales comme ça, on peut changer la différence de potentiel qu'il y a entre nos deux plaques. Puis en changeant la différence de potentiel, vous allez voir dans la vidéo, là, on peut faire dévier notre faisceau d'électrons soit vers le haut, soit vers le bas, dépendamment de quelle différence de potentiel on applique là, entre ces deux plaques-là. Dans la vidéo que j'ai faite sur ma chaîne YouTube, là, il y a seulement deux plaques comme ça, donc on peut juste contrôler là, le faisceau d'électrons en le faisant dévier soit vers le haut, soit vers le bas. Okay? Déjà, en allant voir cette vidéo-là, ça va vous donner un petit peu à comprendre le concept. Là. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que dans la vraie vie, on peut ajouter une deuxième série de plaques. Ça, c'est pas dans la vidéo, c'est quelque chose d'autre qu'on peut faire. Mais on peut acheter une deuxième série de plaques comme ça, qui, elle, va contrôler si vous déviez votre faisceau plus vers l'avant ou vers l'arrière. Donc, si vous avez deux séries de plaques comme ça, dépendamment des différences de potentiel que vous appliquez à chacune de vos deux plaques, vous pouvez vraiment contrôler exactement la position de votre faisceau d'électrons sur un écran. Okay. D'ailleurs, cet appareil-là, qui est dans la vidéo YouTube, là, s'appelle un tube à rayon cathodique. Et le modèle avec les deux plaques comme ça, où on est capable vraiment d'aller contrôler là, si vous voulez, la position gauche-droite ainsi que la position au bas de notre faisceau d'électrons. C'était le principe de fonctionnement des écrans cathodiques. Donc vous êtes probablement trop jeune, vous avez probablement jamais entendu parler de ça, mais il y a à peu près 25-30 ans, là, tous les téléviseurs, les écrans d'ordinateur, ça fonctionnait avec ce principe-là, les tubes à rayon cathodique. Aujourd'hui, ça n'existe plus, aujourd'hui c'est rendu des LED, c'est des écrans plats, mais il y a quelques années, là, disons entre 25 et 30 ans, il y a entre 25 et 30 ans, les écrans de télévision, ça fonctionnait comme ça. Fait qu'on le voit déjà un petit peu ici, là, vous voyez un petit peu l'espèce de tube à rayon cathodique comme ça. Donc les électrons étaient envoyés là, comme ça vers la droite. On peut contrôler leur position au bas. Donc on était capable d'aller faire frapper le faisceau d'électrons à l'endroit voulu sur l'écran. Et ce qui arrivait, c'est que le voltage changeait très très rapidement. Donc le faisceau d'électrons allait frapper l'écran là, à tous les endroits. Ça se fait très très rapidement. Fait qu'en fait, le faisceau d'électrons, il balayait comme ça votre écran. Quand il avait fini, il remontait en haut puis il recommençait. Donc c'est ça qui permettait là, aux pixels de s'allumer puis de s'illuminer. Donc l'écran d'ordi, c'est la même chose. Si on regarde les vieux écrans d'ordi, là, c'est une photographie qui a été prise en rayon X, là, l'écran est ici. Okay? Mais ça fait qu'on voit ici là, qu'il y a un tube à rayon cathodique, donc des électrons qui étaient envoyés comme ça là, vers la gauche sur cette photo-là. Et encore une fois, ils pouvaient être déviés de la manière voulue. Et encore une fois, ça parcourait votre écran comme ça pour illuminer tous les pixels. Quand ça avait fini, ça remontait puis ça recommençait. Okay. En tout cas, je sais que ça fonctionne plus comme ça les écrans aujourd'hui, mais c'est juste pour vous montrer que quand on a des particules chargées puis qu'on les soumet là à des endroits où il y a des champs électriques constants, on est capable de les contrôler puis de les diriger où on veut. Il y a plusieurs technologies qui étaient basées sur ce principe de fonctionnement-là. Okay. En fait, ce que je peux faire avec vous pour la section 1.14, en fait, je peux pas, c'est ça qui c'est une section un peu bizarre, c'est que je peux pas vous enseigner vraiment grand-chose, pour la simple et bonne raison que la théorie que vous avez besoin pour résoudre les problèmes de la section 1.14 qu'on est en train de faire en ce moment, en fait, c'est de la théorie que vous avez déjà vue dans votre cours de physique NYK. Quand vous avez fait votre cours de physique NYK, vous avez vu là ce qu'on appelle les équations du MUA. C'était au tout début de votre cours de physique NYK, c'est dans le chapitre 1 de physique NYK. Vous avez vu que quand vous avez des objets, en fait qu'on appelait ça des MUA, c'est des mouvements uniformément accélérés, donc des mouvements pour lesquels l'accélération était constante. On pouvait utiliser les équations qu'on appelle justement les équations du MUA. Il y en avait une équation pour la position, une équation pour la vitesse et une équation, en tout cas, il y avait comme trois équations, une de la position, une de la vitesse finale, puis une autre équation qui est une combinaison des deux premières, là, qui fait comme le lien entre la vitesse puis l'accélération et le déplacement. Okay. Donc, on a trois équations. Et dépendamment de ce qu'on connaît comme inconnu, qu'est-ce qu'on connaît comme variable, qu'est-ce qu'on cherche comme inconnu, des fois c'est plus avantageux ou plus rapide d'aller utiliser là, une de ces trois équations-là. Ça dépend vraiment de la situation qu'on a. Okay. Vous, c'est sûr que quand vous avez fait ces
quand vous avez vu ces équations-là, vous étiez là en physique mécanique. En physique mécanique, la seule source d'accélération, la plupart du temps, c'est l'accélération gravitationnelle. Fait que peut-être que vous êtes habitué là, à voir là, que l'accélération en x est égale à 0, puis que l'accélération en y est égale à moins 9,8 mètres par seconde carré. Puis, vous faisiez des graphiques, des petits schémas là, avec toujours l'axe X qui pointait vers la droite, l'axe Y qui pointait vers le haut. Puis comme l'accélération était tout le temps dirigée vers le bas, dans le sens contraire de l'axe Y, quand on lançait des objets dans les airs, ça faisait toujours là, des paraboles qui étaient ouvertes vers le bas. Donc, si on lançait l'objet plus fort, l'objet allait plus haut, mais ça restait quand même là, une parabole qui était ouverte vers le bas. Donc, ici, ce qui va arriver à la section 1.14, sur la section 1.14, c'est que maintenant, les forces qui vont faire bouger vos objets, premièrement, les objets, ce sera plus des roches ou des balles que vous lancez dans les airs, là. Les objets, ça va être des particules chargées. Fait que ça pourrait être des protons, ça pourrait être des électrons, ça pourrait être des particules alpha, ça pourrait être d'autres choses, ok? Puis, ce qui va arriver, c'est que la force qui va agir sur les particules, la force principale qui va agir, c'est la force électrique. La force électrique, c'est égal à la charge d'une particule fois le champ électrique dans lequel elle se trouve. Et la deuxième équation de Newton, ça dit que la somme des forces est égale à ma. Ça change pas. Fait que si la force qui agit sur votre particule, c'est la force électrique, ben la force électrique va être égale à ma. Okay? Et avec ça, si on isole l'accélération, on va voir que l'accélération de votre particule va être égale à sa charge divisée par sa masse, multipliée par le champ électrique dans lequel elle va se trouver. Okay? Fait que dans un premier temps, c'est toujours comme ça un peu qu'on va commencer les problèmes, généralement dans section 1.14, c'est qu'on va trouver d'abord c'est quoi l'accélération, on va regarder dans quel sens l'accélération va pointer, ça ne veut pas toujours dire qu'elle va pointer vers le bas, ça va vraiment dépendre dans quel sens pointe notre champ électrique, et une fois qu'on a retrouvé l'accélération, là on va être capable de venir appliquer nos équations du MUA pour trouver les questions qu'on va nous poser. On pourrait nous demander de trouver le temps, la position, la vitesse, il y a plusieurs variétés de problèmes. Là. Ça va ressembler beaucoup aux problèmes que vous avez vus en physique NYK, mais ça va être dans un contexte de physique électricité, magnétisme, donc des particules chargées qui vont se déplacer dans des champs électriques. Okay. Sans faire vraiment les situations avec vous, parce qu'à la place, je vais faire un autre exemple, là, un nouvel exercice qui est sur mon site web. Juste vous montrer un peu à quoi ça peut ressembler. Ça va vous rappeler des souvenirs là, de physique NYK, probablement. Donc ici, à la situation 1, dans la section 1.14, on vous dit, là, vous avez un proton qui est à proximité d'une plaque chargée négativement. Donc c'est sûr que le proton et la plaque vont s'attirer. Donc le proton va ressentir une accélération vers la droite. Il va aller de plus en plus vite. Sa vitesse va augmenter de plus en plus jusqu'à ce qu'il frappe la plaque. Puis on pose comme question, c'est quoi le module, la vitesse du proton lorsqu'il va frapper la plaque. Donc, fait que ça, c'est tout fait dans le livre, évidemment, parce que c'est une situation, mais juste vous dire que première affaire qu'on a faite, c'est qu'on a commencé par trouver l'accélération. Une fois qu'on a connu l'accélération, on a regardé qu'est-ce qu'on connaissait, qu'est-ce qu'on cherchait, puis on a utilisé une des équations du MUA pour trouver là, notre vitesse finale dans ce cas-ci qu'on cherchait, on l'a isolé, puis on l'a calculé. Okay. Dans la situation 2, ben, on avait une situation qui était légèrement différente. Ici, on avait encore une plaque chargée négativement. Cette fois-ci, on avait un électron. Et on lance l'électron avec une certaine vitesse initiale, un certain angle vers la plaque négative. Là, ce qui arrive, c'est que tout à l'heure, le proton et la plaque négative s'attiraient l'un l'autre. Ben là, ici, l'électron et la plaque négative, ça va se repousser. Parce que deux charges négatives, ça se repousse. Donc, ce qui va arriver, c'est que quand on va lancer notre électron comme ça va faire une espèce de parabole, là, vous voyez, qui serait si on avait pu continuer le mouvement, ça aurait fait une espèce de parabole là, qui aurait été ouverte vers la gauche, hein, parce que l'électron va ressentir une force vers la gauche. Sauf que ce qui est arrivé ici, c'est que l'électron n'a pas vraiment eu le temps de faire une parabole là, puis de revenir vers la gauche, parce qu'il est entré en collision avec la plaque. Et ce qu'on vous demandait ici comme question dans la situation 2, c'était de trouver c'est quoi l'angle que l'électron forme avec la plaque au moment où il rentre en collision avec la plaque. Okay. Fait que pour faire ça, il faut d'abord trouver c'est quoi les composantes Vx et Vy de sa vitesse là, lorsque l'électron frappe la plaque. Et une fois qu'on connaît les composantes Vx et Vy, on fait un petit peu de trigonométrie, on trouve les angles, c'est l'angle alpha qu'on cherchait. Okay. Je vais pas le faire avec vous, c'est tout fait dans le livre, mais encore une fois, vous voyez que on a commencé par trouver c'est quoi l'accélération que l'électron ressentait. C'est une accélération qui était dirigée vers la gauche, donc dans le sens contraire de l'axe X. Donc, la composante en X de l'accélération était négative. Et ensuite de ça, on a regardé ce qu'on a besoin de trouver. On a utilisé encore une fois les équations du MUA. Puis à la fin, là, quand on avait les deux composantes de la vitesse, on a fait un peu de trigonométrie. En fait, on a utilisé l'arctangente, puisqu'on connaissait Vx et Vy. Ça nous a permis de trouver l'angle qui était recherché. Donc ça, c'est
Ça peut être ça qu'on vous demande comme question, trouver un angle. Ici, ce qui arrive, c'est une autre variation d'un problème, c'est la situation 3. Vous avez un électron qui est lancé vers la droite à une certaine vitesse. Ici, vous voyez, vous avez deux plaques, une positive et une négative. Donc, vous avez un champ qui est constant vers le haut. Un électron dans un champ électrique qui pointe vers le haut, il va sentir une force vers le bas, donc une accélération vers le bas, donc une parabole ouverte vers le bas. Okay. Et ici, ce qu'on vous demandait, c'était trouver le module de la vitesse à l'instant où l'électron va ressortir dans tes deux plaques. Donc, quand l'électron va arriver ici, là, dès qu'il va sortir de l'espace qu'il y a entre les deux plaques, c'est quoi le module de sa vitesse. Donc, pour trouver le module de sa vitesse, il faut d'abord trouver les deux composantes de sa vitesse, Vx et Vy. Si on cherche le module de la vitesse, on peut utiliser le Pythagore, Vx carré plus Vy au carré en racine carrée. Mais encore une fois, vous allez voir que pour résoudre le problème, éventuellement, il faut trouver l'accélération que notre électron va avoir. C'est une accélération qui était vers le bas, donc c'était la composante en Y de l'accélération qui était négative. Et ensuite, on fait nos équations, on trouve les composantes de Vx et Vy, puis vous voyez ici, on a fait le Pythagore pour trouver le module là, de la vitesse. Fait que ça, c'est les genres de problèmes que vous allez rencontrer. C'est le même genre de problème là, que vous avez rencontré quand vous étiez en physique en YK. Parfois, on vous demande de trouver, par exemple, le module de la vitesse finale d'un objet. Parfois, on vous demande de calculer un angle quelconque qui est formé avec l'horizontale ou avec un mur ou des choses comme ça. Parfois, vous allez avoir besoin de faire un petit peu de trigonométrie pour trouver des angles. Parfois, vous allez avoir besoin de faire le théorème de Pythagore pour trouver des modules de vitesse. Vous avez des composantes X et Y. Fait que c'est vraiment le même genre de truc que vous avez déjà fait en physique en YK. C'est juste que cette fois-ci, les problèmes vont être de nature électrique. Ça va être des particules chargées qui vont se déplacer. Donc, juste faire une petite remarque là, sur les trois situations qu'on vient de voir. Ça va vous aider aussi à résoudre les problèmes là, de la section 1.14. C'est que, je sais pas si vous avez remarqué, mais quand on fait les problèmes, là, on a seulement considéré les forces électriques. Okay? Jamais on a parlé de la force de gravité. En fait, ce qui arrive, c'est que, oui, c'est sûr que techniquement, là, si vous avez un électron ou un proton, ben, ces particules-là, un électron et un proton, ça a une certaine masse. Hein? On les connaît, c'est des valeurs qui sont connues. La masse de l'électron puis la masse d'un proton, c'est écrit dans votre livre. Là. Fait que c'est sûr que, comme tel, il y aurait des forces de gravité vers le bas. Okay? Et techniquement, là, n'importe quel objet qui a une certaine force de gravité, ça le fait accélérer vers le bas avec une accélération là, de 9,8 mètres par seconde carré. Quand on est à la surface de la planète Terre, là, les objets qu'on lâche comme ça sont en chute libre vers le bas. Ils accélèrent à 9,8 mètres par seconde carré. Dans les problèmes qu'on a résolus, ce que je vous ai dit, c'est que commencez toujours par trouver l'accélération. L'accélération est trouvée là, en considérant que uniquement la force électrique agit sur nos particules. Pourquoi on fait ça? Ben, c'est parce qu'en fait, la force électrique qui va agir sur vos particules chargées va être beaucoup plus grande que la force de gravité. Okay? Donc, comme la force électrique va être tellement plus grande que la force de gravité, on peut juste la négliger. Okay? La preuve de ça, c'est que la force de gravité, comme vous le savez déjà, là, quand vous avez un objet qui est en chute libre, si on prenait un proton puis qu'on le laissait juste tomber là, à la surface de la planète Terre, il se mettrait à accélérer vers le bas à 9,8 mètres par seconde carré. Okay? Mais regardez là, dans les situations qu'on a ici, c'est quoi les accélérations qu'on trouve? Okay? Ben ici, vous voyez, on trouve une accélération qui est 2,17 fois 10 à la 9 mètres par seconde carré, donc des milliards de mètres par seconde carré. Okay. Dans la situation 2, quand on a calculé l'accélération, on a trouvé une accélération là 3,87 fois 10 à la 12. Okay? Donc c'est 1000 milliards de mètres par seconde carré. Et à la situation 3, l'accélération qu'on a trouvée, c'était quelque chose fois 10 à la 13 mètres par seconde carré, c'est encore plus grand. Okay? Fait que c'est ça, la force électrique est tellement plus grande que la force gravitationnelle sur les particules que l'accélération due à la force électrique va se trouver généralement dans les 10 à la 9, 10 à la 10, à la 11, à la 12, à la 13. Fait que, tu sais, si vous avez une accélération de 10 à la, je sais pas, 12 mètres par seconde carré en raison de la force électrique, ben le petit 9,8 mètres par seconde carré qui est causé par la force de gravité, c'est tellement négligeable que ça vaut même pas la peine de le calculer dans les calculs. Okay. C'est pour ça qu'on dirait que la force de gravité a disparu. C'est pas parce qu'elle a disparu. Dans la vraie vie, c'est sûr que des particules chargées, ça ressent des forces de gravité. Mais ces forces de gravité-là sont tellement
insignifiantes comparativement aux forces électriques qui vont ressentir que quand on fait nos problèmes, là, on néglige complètement la force de gravité, puis on utilise uniquement la force électrique pour calculer le module des accélérations, qui va toujours être très très grande, là, qui va être souvent de l'ordre de 10 à la 10 mètres par seconde carré, et même parfois plus grand que ça. Donc, voilà. Okay. Fait que dans le fond, c'est ça. Fait que je vais faire un exemple de problème avec vous dans quelques instants, mais quand vous allez faire les problèmes par vous-même dans la section 1.14, disons, la première étape à faire, c'est tout le temps de calculer c'est quoi le module de votre accélération et prenez rien pour acquis. Hein. Ça veut pas dire là, que l'accélération va être dirigée vers le bas, comme c'est toujours le cas en physique mécanique. Ça dépend vraiment de la géométrie de votre situation. Ça dépend c'est quoi la particule que vous avez, est chargée positivement, est chargée négativement, ça dépend dans quel sens pointe votre champ électrique, est-tu vers le haut, est-tu vers le bas, est-tu vers la gauche, est-tu vers la droite. C'est comme ça que vous allez savoir dans quel sens est-ce que votre accélération va être dirigée. Donc ici, par exemple, on pourrait écrire tout le temps ça. Dans cet exemple-là, l'accélération serait vers le haut. Donc en X, il n'y aurait pas d'accélération. L'accélération serait uniquement vers le haut. Donc la composante en X de l'accélération, ce serait 0. Composante Y d'accélération, ce serait ce chiffre-là qu'on a trouvé on le mettrait positif, là, vers le haut. L'accélération serait vers le haut, donc ça fait une parabole ouverte vers le haut. Okay. Ça pourrait arriver que vous avez des accélérations qui sont selon l'axe X. Hein. Pourquoi pas, si vous avez une particule, un proton, par exemple, qu'on lance vers le haut comme ça, qui passe entre deux plaques, ben là, il pourrait avoir une accélération vers la gauche. Okay. Fait qu'on pourrait encore calculer ce module-là d'accélération, mais là, ce serait la composante en X d'accélération qui serait négative. La composante en Y, elle serait 0. Si on fait un axe XY comme ça, on comprend que notre particule sera accélérée là, vers la gauche. On sentirait une force électrique vers la gauche, donc accélération vers la gauche. C'est pour ça que c'est la composante en X, l'accélération, qui serait négative, là, qui serait égale à moins cette valeur-là. On pourrait même à la limite là, avoir des situations où les particules accélèrent en diagonale. Okay? Donc, il pourrait avoir une accélération qui serait dirigée là, dans cette direction-là. Donc, l'accélération pourrait pointer en haut à gauche. Ça ferait une parabole qui serait ouverte ni vers le haut ni vers le bas. Là, elle serait ouverte dans cette direction-là. Donc, si jamais ça vous arrive, vous pourriez, là, il n'y a rien qui vous empêcherait de faire un axe XY qui serait incliné. On pourrait faire un problème en disant, là, ça ici, c'est mon axe X, qui pointe en diagonale comme ça. Je me fais un axe Y là, qui pointe à 90 degrés de mon axe X, comme ça. Et à ce moment-là, vous pourriez dire que selon cet axe XY-là, comme l'accélération est vers le haut, comme ça, on pourrait dire que la composante en X de l'accélération, c'est 0. La composante en Y de l'accélération, ce serait plus A. Puis là, ce serait le module d'accélération qu'on pourrait calculer de cette manière-là. Fait que ça pourrait arriver, ça pourrait être dans d'autres directions. Ce que je veux vous dire, c'est que, tu sais, prenez jamais pour acquis que l'accélération va être vers le bas, comme c'est le cas en physique NYK. Ça pourrait changer. Mais une fois que vous avez regardé votre problème, vous avez déterminé l'accélération dans quel sens, pour faire la résolution et les calculs mathématiques, c'est vraiment les mêmes équations que vous étiez habitué d'utiliser quand vous faisiez les problèmes de physique NYK. Okay. Je sais que je suis allé vite sur les situations. Je vous ai montré les 3 situations, mais j'ai pas fait les calculs avec vous. J'ai juste montré ça très très rapidement, qualitativement. C'est parce que je voulais en faire un quand même avec vous, mais je me suis dit, gars, je vais en faire un nouveau, là, pas un qui est déjà fait dans le livre. Donc c'est un exercice que j'ai inventé pour vous. C'est un exercice supplémentaire, donc il est sur mon site web. Là. Si ça vous intéresse, vous pouvez aller le chercher. C'est l'exercice de la section 1.14. Ça ressemble évidemment aux situations que vous avez vues. Ça ressemble aux exercices là, qui sont à résoudre dans la section 1.14. C'est une particule chargée, un électron dans ce cas-ci que j'ai choisi, qui est lancé entre deux plaques chargées. Okay, donc ça va faire un champ électrique qui va être constant. Et c'est ça. Donc, on va pouvoir regarder les questions. Fait que je vais les résoudre avec vous, puis ça va être ça pour la théorie de la section 1.14. Donc si on regarde, on dit qu'on a, j'ai fait un petit schéma déjà pour vous. Fait que c'est 2 plaques chargées qui mesurent 5 cm de côté. Donc les plaques, là, on imagine que c'est des espèces de carrés. Là, on les voit de côté, fait qu'on voit juste des espèces de rectangles comme ça. Donc ils mesurent 5 cm de largeur. Ils sont espacés de 2 cm. Fait qu'entre la plaque du haut et la plaque du bas, il y a 2 cm. Moi, j'ai tracé la ligne centrale là, qui passe exactement par le centre. Donc, évidemment, là, on a 1 cm entre la ligne centrale et la plaque du haut et un autre centimètre entre la ligne centrale et la plaque du bas. On suppose qu'un champ électrique uniforme de 0,8 Newton par coulomb vers le bas règne entre les 2 plaques. C'est sûr, hein, parce qu'ici, on a une plaque positive
Ici, on a une plaque négative. Fait que c'est sûr que les champs électriques vont pointer de la plaque positive vers la plaque négative. Donc, les champs électriques pointeraient là vers le bas. Et le module du champ électrique, c'est 0,8 newton par coulomb. Donc, on a un champ électrique là, qui pointe vers le bas ici à 0,8 newton par coulomb. Okay. Un électron projeté avec une vitesse de 100 km par seconde entre par la gauche, entre les deux plaques, en formant un angle de 30 degrés avec l'horizontale. Donc, on a un électron. Fait que c'est un électron, on connaît sa charge, on connaît sa masse. Okay. Et on sait qu'on l'avait lancé là, à une vitesse de 100 km par seconde. Lui, il arrive comme ça là, avec un certain angle de 30 degrés par rapport à l'horizontale, par rapport à la ligne centrale. Et là, il commence à entrer dans l'espace qu'il y a entre les deux plaques. Okay. Fait qu'ici, on a du champ électrique qui va vers le bas. En fait, dès qu'on est dans l'espace qui est entre les deux plaques, on a du champ électrique qui pointe là, vers le bas. Mais dès qu'on est à l'extérieur des plaques, il n'y a pas de champ électrique. Un peu comme ici, par exemple, le champ électrique est juste présent entre les deux plaques. Puis quand on est dans cette région-ci ou dans cette région-ci, là, même si on était à l'extérieur des plaques, il n'y aurait pas de champ électrique. Le champ électrique est vraiment juste concentré là, entre les deux plaques. Okay. Voilà, l'angle de 30 degrés là, le module de la vitesse, 100 km par seconde, tout est indiqué sur le schéma. Donc on a trois questions que je vais faire avec vous. La première question, on se demande où se trouve l'électron par rapport à la ligne centrale au moment où il ressort d'entre les plaques. Donc, qu'est-ce qui va arriver, c'est que une des premières choses qu'on pourrait calculer, peut-être, ce serait, on pourrait déjà le calculer, ce serait le module de l'accélération. Okay. Tout à l'heure, on a dit là, que l'accélération, quand on le calcule, on fait toujours là, que on fait F égale à ma, puis on fait aussi que la force qui agit sur notre particule, ça va être la force électrique. La force électrique, c'est égal à QE. Puis quand on fait égaler les deux, si on dit ma est égal à QE, puis qu'on isole l'accélération là-dedans, on se retrouve toujours à calculer que l'accélération, c'est la charge électrique fois le module du champ électrique divisé par la masse. Donc on pourrait commencer par calculer ça. On pourrait dire que le module de l'accélération va être égal donc là, à la valeur absolue de notre charge électrique multiplié par le module du champ électrique divisé par la masse. Okay. Ici, c'est un électron, fait qu'on connaît sa masse, on connaît sa charge électrique, on connaît sa masse, et le champ électrique, on le connaît, c'est 0,8 newton par coulomb. Okay. Fait qu'on pourrait commencer d'abord par calculer ça. Un électron, ça a une charge de moins 1,6 fois 10 à la moins 19, mais on met ça en valeur absolue, fait que ça va devenir plus. Là. Donc, moins 1,6 fois 10 à la moins 19 coulombs. Tout ça multiplié par le module de notre champ électrique, qui est 0,8 newton par coulomb. Et on divise ça par la masse de l'électron. La masse de l'électron, c'est une donnée là, que vous avez dans dans vos données à la fin du livre, là, à la dernière page du livre, on la connaît, c'est 9,11 fois 10 à la moins 31 kg. C'est une masse qui est extrêmement petite, nécessairement. Et quand on calcule ça, ça nous donne l'accélération. Donc le module de l'accélération, c'est 1,405 fois 10 à la 11 mètres par seconde carré. Okay. J'ai écrit ici à 4 chiffres significatifs, parce que ça, c'est pas notre réponse finale, c'est un résultat intermédiaire qu'on va utiliser pour aller plugger dans d'autres équations. Donc, à 4 chiffres significatifs, là, c'est 1,405 fois 10 à la 11 mètres par seconde carré. Ça, c'est juste le module de l'accélération. C'est sûr que quand je regarde mon schéma ici, j'essaie de comprendre dans quel sens l'accélération va pointer. Ici, on a un électron qui se retrouve dans une zone où on a un champ électrique qui pointe vers le bas. Okay. Et selon l'équation qu'on connaît, que je vais écrire peut-être ici, dans le fond, on sait que la force électrique qui agit sur une particule, c'est égal à la charge électrique multipliée par le champ électrique. Fait que si j'ai un champ électrique qui pointe vers le bas, et que dans ce champ électrique-là, j'ai une particule négative fois le champ électrique, ça va faire en sorte que la force pointe dans le sens contraire. Donc la force électrique ressentie par notre électron va être vers le haut. Et puisque l'électron ressent une force vers le haut, mais il va sentir également une accélération vers le haut. Ça veut dire que notre électron, là, quand il va être entre les deux plaques, là, il va avoir une accélération vers le haut. Donc, il va faire comme trajectoire là, une parabole ouverte vers le haut. Okay, fait qu'on sait tout de suite à peu près sa trajectoire va ressembler à quoi. On sait que, bon, il va arriver comme ça, puis il va faire une espèce de trajectoire là, vers le haut, puis il va ressortir là, probablement quelque part ici. En tout cas, on sait pas trop qu'il va ressortir en haut, en bas, on sait pas, mais il va faire une parabole ouverte vers le haut. Ça, c'est certain. Okay. Okay. Donc, ça, on veut calculer au numéro A. Donc, où se trouve l'électron
par rapport à la ligne centrale au moment où il ressort d'entre les plaques. Okay? Fait que quand il va arriver ici, il va être à quelle position Y. Okay? Donc, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut utiliser un système d'axe XY. On peut supposer que notre ligne centrale, ce serait comme notre axe X qui pointe vers la droite. On peut supposer qu'on a un axe Y là, qui pointe vers le haut, comme ça. Et on peut supposer tout simplement que Y égale à 0 correspond à la position là, de la ligne centrale. Okay, ça va être ça qui est le plus facile. Puis aussi pour les besoins de notre... En fait, mon axe Y, j'aurais pas dû le mettre là vraiment. J'aurais dû le mettre plutôt ici. Okay, pour faire correspondre là, en faisant ça, je vais supposer que l'origine, c'est ici. Je veux dire qu'au début, là, notre particule, elle se trouve à l'origine, donc à la position x égale à 0 et y égale à 0. Et je vais pouvoir calculer quand elle arrive ici. Donc, je sais que sa position finale en x, ça va être 5 cm. Donc, quand elle arrive à la position x égale à 5 cm, c'est quoi? Sa position y. C'est une des premières choses qu'on peut faire. Donc, au numéro A, pour commencer, ce qu'on peut faire, donc là, on a déjà notre accélération. Okay? On sait que l'accélération qui est ici, c'est une accélération qui est vers le haut. Donc, on pourrait déjà écrire les composantes de notre accélération. On sait que la composante en x de l'accélération, ça va être égal à 0. Hein, parce que l'accélération, va juste se faire selon l'axe y. Fait qu'en x, il n'y a pas d'accélération. Et en y, ça va être cette accélération-là, mais dirigée vers le haut. Fait qu'on pourrait dire que la composante en y, notre accélération, ça va être le 1.405 fois 10 à la 11 là, en positif. Donc 1.405 fois 10 à la 11 mètres par seconde au carré. Okay. Ici, on a une vitesse, 100 km par seconde, mais cette vitesse-là est en diagonale. Okay. Donc, on pourrait d'abord commencer par décomposer cette vitesse-là. Donc, on aurait une composante en x comme ça, qui serait positive, et on aurait une composante en y, qui serait négative. Okay. 100 km par seconde, je vais le convertir là, en mètres par seconde. Donc 100 km par seconde, c'est 100 000 mètres par seconde, fois cos de 30 pour avoir la composante en x, et fois sin de 30 pour avoir la composante en y, qu'on va mettre négative. Okay. Donc si on regarde là, pour les composantes en x puis en y, ben, la vitesse qu'on appelle Vx0, la vitesse initiale, ce serait 100 km par seconde, donc 100 000 mètres par seconde, fois le cosinus de 30 degrés. Ça nous donne une vitesse initiale en x qui va être égale à 86 600 mètres par seconde. Okay. Et en y, ça va être Vy0. On sait que ça va être quelque chose de négatif parce que ça va pointer vers le bas. Donc là, on va avoir encore une fois 100 km par seconde fois le sinus de 30 degrés. Ça va nous donner là, une vitesse initiale en y qui va être de moins 50 000 mètres par seconde. Okay. Donc là, on a notre accélération qui pointe vers le haut. On a nos vitesses initiales en x puis en y. Okay. Puis, on sait aussi que si on a supposé que ce point-là, c'était l'origine, x égale à 0, y égale à 0, on sait que quand l'électron va ressortir dans les deux plaques, on sait qu'il va se trouver à la position x égale à 5 cm. Donc, on sait que sa position finale, ça va être égal à 5 cm. Mais 5 cm, c'est 0.05 mètres. Okay. Fait qu'avec ça, on est prêt pas mal à commencer nos calculs. Okay. On regarde, dans le fond, on sait que j'aurais pu écrire ici que la position initiale, x0, c'est 0. Okay. Fait que je connais la position initiale, je connais la position finale, je connais l'accélération. Okay. Je sais qu'en x, il n'y a pas d'accélération. Fait que déjà avec ça, je pourrais trouver, je connais la vitesse aussi. Fait que je connais la position initiale, la position finale et la vitesse, sachant qu'il n'y a pas d'accélération. Je pourrais d'abord trouver dans un premier temps, ça a pris combien de temps à ma particule pour passer de ici jusqu'à ici. Okay, ça a pris combien de temps en x là, pour franchir cette distance-là. Je vais utiliser la première, une équation du MUA là, qui dit que la position finale d'une particule égale à la position initiale plus la vitesse initiale fois le temps plus 1/2 fois l'accélération fois le temps au carré. C'est la première équation du MUA. Ici, je sais que j'ai pas d'accélération en x, donc ce terme-là va disparaître. Il va juste me rester ça ici. Et je pourrais isoler le temps là-dedans. Donc, je pourrais dire que le temps que ça m'a pris là, pour que mon électron traverse la distance qu'il y a entre les deux plaques, ça va être x moins x0 divisé par Vx0.
OK? Ça, c'est toutes des choses qu'on peut calculer facilement, hein, parce que dans le fond, la position finale, on sait que c'est 0.05. La position initiale, c'est 0. Puis la vitesse initiale en x, c'est 86 600 mètres par seconde. Fait que si on effectue ce calcul-là, ça nous donne le temps. Évidemment, ça va donner un temps qui est très, très, très petit. Ça va nous donner, là, à 4 chiffres significatifs, 5.774 fois 10 à la moins 7 secondes. Encore une fois, j'ai écrit ça à 4 chiffres significatifs, parce que c'est pas encore la réponse. C'est un résultat intermédiaire. Donc, c'est un temps qui est très, 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 très petit. Mais c'est certain parce que le truc est arrivé à 100 km par seconde, puis on veut juste qu'il franchisse une distance de 5 cm. Donc ça va se faire comme très très rapidement. Mais en tout cas, on a notre temps. Okay. Ça, c'est le temps que ça a pris à la particule pour franchir la distance en x entre ici et ici. Okay. Mais ce temps-là, on sait que c'est aussi le temps pendant lequel notre particule a subi l'accélération en y. Okay. Donc, rendu à ce moment-ci du problème, on connaît la position initiale en y, qui était égale à 0, parce qu'on suppose que notre origine est placée ici. Puis ce qu'on recherche, dans le fond, c'est la position finale en y, qu'on connaît pas. Le y final, on sait pas c'est quoi, c'est ce qu'on cherche. Mais on connaît la vitesse initiale en y. On connaît le temps que ça a pris. Donc, on est capable d'aller utiliser la même équation qu'ici, mais en y. C'est que la position finale en y va être égale à la position initiale en y, plus la vitesse initiale en y multipliée par le temps, plus 1/2 fois l'accélération en y fois le temps au carré. Là, cette fois-ci, en y, il y a une accélération. Donc, on peut pas juste barrer ce terme-là. Il y a une accélération en y qu'on connaît ici. Okay. C'est juste des calculs, mais c'est toutes des valeurs qu'on connaît, hein, la position. Fait que si on remplace, je vais peut-être l'écrire au long. Donc, la position initiale en y, c'est 0, plus la vitesse initiale en y, qui est 1.405 fois 10 à la 11, fois le temps. Le temps, on le connaît, il est ici, donc 5.774 fois 10 à la moins 7, plus 1/2 fois l'accélération. Oups, je suis en train de me tromper, là. Je suis en train de me tromper. Ici, là, j'ai écrit l'accélération, mais c'est la vitesse, hein. C'est pas ça. Désolé, je me suis trompé. Ouais, c'est ça. Fait que, position initiale, plus vitesse initiale fois le temps, mais la vitesse initiale, c'est moins 50 000, donc plus moins 50 000 multiplié par le temps, ok, plus 1/2 fois l'accélération, là, c'est le temps d'écrire dans mon 1.405 fois 10 à la 11, fois le temps au carré, donc le fois 5.774 fois 10 à la moins 7, tout ça au carré. Fait que ça fait beaucoup de calculs, là, mais bon, c'est relativement simple juste de plugger les chiffres là-dedans. Et si on calcule ça, sans se tromper, on va trouver un y final qui est égal à moins 0.00545. Okay. Ça, c'est des calculs qu'on a fait, on a tout mis en système international, on a tout converti en mètres, en secondes, donc ce qu'on trouve ici comme réponse, c'est en mètres. Okay. On pourrait l'écrire en centimètres, hein, parce que ça, c'est la même chose, là, c'est de dire que la position y finale, c'est moins 0.545 cm. Okay. Ça, c'est la réponse pour notre numéro A. Donc, quand l'électron ressort, là, ici, dans tes deux plaques, il est à moins 0.545 cm. Fait qu'en fait, je dis ça un petit peu trop haut, il est à peu près à mi-chemin. Okay. Donc, il est encore en dessous de la ligne centrale, qui est dans les Y négatifs. Donc, ça, c'est la réponse pour la question A. Si on veut savoir la question B, on demande c'est quoi la vitesse, module et orientation de l'électron au moment où il ressort entre les deux plaques. Fait que c'est sûr que juste avec le schéma comme ça, on devine là, que quand notre électron va arriver ici, il va être en train d'aller là vers le haut. Okay? Il est en train de remonter, si vous voulez. Donc, il est en train d'aller dans cette direction-là. On va calculer ses composantes de vitesse, mais il va avoir là une... en X, il va avoir la même vitesse qu'on avait au début. Ça n'a pas changé, parce qu'en X, il n'y a pas d'accélération. Mais en Y, il va avoir une certaine vitesse, okay, qui va probablement être vers le haut, ce qu'on va calculer. Puis quand on aura les deux composantes de vitesse, nous, ce qu'on veut, c'est le module de l'orientation. Fait qu'on va devoir calculer un Pythagore pour avoir le module, puis faire de la trigonométrie, probablement une tangente, pour avoir l'accélération. Okay. Donc ça va être le numéro B.
C'est ça. Donc pour le numéro B, ce qu'on peut faire, ben ça, il faut trouver deux choses. On sait que la vitesse finale en x va être égale à la vitesse initiale qu'on avait en x. La vitesse, elle n'a pas changé, c'est encore les 86 600 mètres par seconde. Okay. La vitesse finale en y, elle, on la connaît pas, mais on connaît le temps. On sait que ça a pris ce temps-là pour traverser là, les deux plaques. Fait qu'on peut seulement appliquer l'équation qui dit que la vitesse finale égale la vitesse initiale plus l'accélération fois le temps. C'est une équation du MUA. Donc, on peut commencer peut-être d'abord par calculer ça. Donc, la vitesse initiale en Y, on sait que c'est 0, plus l'accélération fois le temps. Notre accélération en Y, c'est 1.405 fois 10 à la 11, multiplié par notre temps. Le temps, c'est 5.774. 5.774 fois 10 à la moins 7. Okay. Donc, si on calcule ça, on va trouver que la vitesse finale, ça va être 31 125 mètres par seconde. Okay. Donc, ça, c'est notre vitesse finale en Y. Fait que si on a la vitesse finale en X et la vitesse finale en Y, okay, ben on sait à peu près qu'est-ce qui va se passer. On pourrait même se faire une espèce de petit schéma, là, si on veut. Là. On aurait un axe X, un axe Y, comme ça. Donc c'est ça, on voit justement que la composante en X de la vitesse est positive, la vitesse en Y de la vitesse est positive aussi. Donc on sait que c'est quelque chose qui va pointer en diagonale là, en haut à droite. La composante en X, on voit qu'elle est quand même pas mal plus grande que la composante en Y. Okay? Donc ça va probablement donner quelque chose qui est assez... un angle qui est quand même relativement petit. Okay? Vu que la composante en X, elle vaut 86 600. La composante en Y, elle vaut seulement 31 125. Fait que nous, on va devoir trouver deux choses. On veut le module et l'orientation. Donc, pour trouver le module, ça, c'est par Pythagore qu'on va le trouver. C'est comme si on avait un triangle rectangle puis qu'on veut trouver l'hypoténuse. Donc, pour trouver le module de la vitesse finale, on va dire que c'est racine carrée de Vx au carré plus Vy au carré. Je vais pas réécrire les chiffres. Là. Vx c'est ça, Vy c'est ça. Fait que ça au carré plus ça au carré en racine carrée. Si on calcule ça, ça donne une vitesse de 9.2. En fait 9.20 fois 10 à la 4 mètres par seconde. Fait que ça c'est le module de notre vitesse. Et l'autre chose qu'on veut trouver, c'est l'angle qu'on a là, l'angle θ. Donc, ce qu'on peut voir, c'est que si on trace un petit schéma, ça c'est plus facile. On peut dire que on a un angle qu'on cherche. On connaît le côté opposé, puis le côté adjacent. Donc ça nous dit qu'on va utiliser une tangente. Fait qu'on peut dire que la tangente de l'angle θ est égal au côté opposé du côté adjacent, donc c'est égal à 31 125 divisé par le côté adjacent qui est 86 600. Donc il nous reste seulement à faire la tangente moins 1. Fait qu'on va dire que notre angle θ, ça va être égal à l'arc tangente moins 1, qu'on appelle ici l'arc tangente de ces chiffres-là. Donc l'arc tangente de 31 125 divisé par 86 600, comme ça. Et quand on calcule ça, on va trouver un angle qui est égal à 19,8 degrés. Okay, donc ça, c'est la réponse. Donc on a, fait, dans le fond, on a commencé par trouver nos deux composantes de la vitesse finale en X, la vitesse finale en Y. Dès que vous avez les deux composantes là, de la vitesse, vous avez la composante finale en X, la composante finale en Y. Quand vous avez les deux composantes d'un vecteur, vous pouvez trouver facilement son module et son orientation. C'est des choses que vous avez faites souvent là, en physique NYA. Et dernière chose, on a fait le B, on va trouver pour la question C, à quelle position, par rapport à la ligne centrale, l'électron frappera-t-il un écran situé à 10 cm à droite de la sortie des plaques? Okay. Fait que quand on lance notre électron, il arrive comme ça. Là, il est dévié. Puis quand il arrive ici, là, il va continuer son chemin. Fait qu'il va sortir là, des deux plaques. Puis ce qu'il faut que... Pourquoi je posais cette question-là, c'est juste pour vous faire réaliser que quand l'électron il sort ici, là, ben, il se trouve plus entre les deux plaques. Fait que s'il se trouve plus entre les deux plaques, il va arrêter de ressentir des forces. Donc, il va arrêter de ressentir une accélération. Fait que s'il ressent plus d'accélération, il n'y a plus d'affaire de parabole. Là. Il va juste, dans le fond, continuer en ligne droite à vitesse constante jusqu'à temps qu'il vienne frapper. Là, on dit qu'il y a un écran vertical là, qui est placé à 10 cm à droite de la sortie des plaques. Fait que quand l'électron sort ici, 10 cm plus loin, il y a un écran. La distance entre là et là, c'est 10 cm.
Puis ça, l'électron va juste aller en ligne droite, donc il ne fera plus de parabole. Il va juste continuer son chemin en ligne droite. Et on veut savoir c'est quoi la position Y ici. Okay. Donc ça, ce qu'on peut faire, il y a plusieurs façons. On pourrait le calculer par le temps, prendre les équations du MUA, puis regarder ça va prendre combien de temps à franchir en X les 10 cm, puis après ça les remplacer dans des équations en Y. Okay? Mais ce qu'on peut faire plus simplement que ça, c'est qu'on peut dire on a notre électron qui est là. On sait qu'il est en train, quand il sort de les deux plaques, là, on sait qu'il est en train d'aller à 19,8. Il y avait là, en fait, il se dirigeait il y avait un angle de 19,8 degrés avec l'horizontale. Il y avait une vitesse là, dans cette direction-là. Et comme il n'est plus entre les deux plaques, il n'y aura plus d'accélération, donc il va juste continuer en ligne droite, comme ça, à vitesse constante. Okay. Et puis on sait que 10 cm à droite des plaques, il y a un écran. Okay. Et on veut savoir à quelle position il va venir frapper l'écran. Fait que dans le fond, tout ça, c'est juste un triangle rectangle. C'est qu'on dit pendant que mon électron va franchir une distance horizontale de 10 cm, en allant tout le temps là, à un angle de 19,8 degrés, c'est quoi on peut d'abord commencer par calculer c'est quoi la hauteur ici qui va franchir. On va appeler ça delta Y. Ça va être une variation de hauteur qui est sur notre axe Y. Calculer ça, c'est très facile. Ça se fait par une tangente. Parce qu'on peut dire là juste que la tangente de notre angle, qui est 19,8 degrés, tangente d'un angle, c'est égal à côté opposé sur le côté adjacent. Fait qu'on peut dire que ça va être égal à delta Y sur delta X, là, qui est 10 cm. Donc, juste avec ça, on peut calculer c'est quoi notre delta Y. Delta Y, ça va être 10 cm multiplié par la tangente de 19,8 degrés. Donc, si on calcule ça, ça nous donne un delta Y qui est égal à 3,6 cm, 3,60 cm, en fait. Fait que tout ce que ça veut dire que quand l'électron, dans le fond, entre le moment où l'électron ressort d'entre les plaques et va frapper la plaque verticale, okay, il va s'élever d'une hauteur de 3,60 cm. Okay. Ça, c'est pas la position finale, c'est juste un delta Y, c'est un changement de hauteur. Okay. Mais rappelons-nous qu'on a fait le numéro A, on avait trouvé comme réponse que quand l'électron ressort comme ça d'entre les deux plaques, il se trouve là à la position moins 0,545 cm, fait qu'il se trouve un petit peu dans les négatifs. Puis nous, on sait que quand il va aller frapper la plaque ici, entre l'instant où il est là, puis l'instant où il frappe la plaque, il va monter de 3,60 cm. Okay? Fait que sa position finale, okay, sur la plaque, ça va être bien évidemment sa position initiale, plus le changement de hauteur qu'il a subi. Okay. Et sa position initiale, là, quand il est sorti dans tes deux plaques, il était à moins 0,545 cm. Et là, il y a un delta là, de 3,60 cm. Okay. Et quand on calcule ça, là, on va trouver que ça va faire une position finale qui est égale à 3,05 cm. Okay. Qui est la réponse. Donc, il va se trouver là 3 points, dans le fond, la distance entre là et là, ça va être 3,05 cm. C'est la réponse du numéro C. Okay. Donc ça, je vais faire avec vous l'exercice qui est là. Okay. Fait que ça ressemble un petit peu aux exercices que vous allez devoir résoudre dans la section 1.14 et ça contient un petit peu de tout. Hein. Fait que vous avez vu là ici, on a eu besoin de considérer là, de calculer l'accélération, de comprendre que c'est une parabole qui était ouverte vers le haut. Ça fait changement de ce à quoi vous êtes habitué dans physique NYK. On a eu besoin d'utiliser les équations du MUA. On a eu besoin d'utiliser des trucs là, comme la trigonométrie, des tangentes, des Pythagore, tout ça. Et un autre petit truc de géométrie aussi là, pour avec des triangles là, pour faire trouver la position. Puis en se rappelant que quand on calcule un changement de position, ben des fois c'est pas nécessairement la position finale, il faut aller regarder c'était quoi la position initiale pour trouver comme il faut la position finale. Donc en tout cas, c'est un bon exemple, je pense que qui va pouvoir vous aider, vous serez peut-être de modèle là, pour vous aider à résoudre les autres problèmes là, de la section 1.14. Ça va vous rappeler un petit peu vos notions de physique mécanique que vous avez vu dans votre cours de physique NYK. Donc voilà pour la section 1.14. Vous allez faire les exercices pour être sûr que vous avez bien compris puis que vous maîtrisez bien la matière puis que vous remémorez là, assez bien de ce que vous avez vu en physique NYK. Donc voilà, bons exercices puis à la prochaine. Au revoir.